Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode des émissions MK Philo où nous nous intéressons à la meilleure méthode de recherche pour répondre aux questions les plus ultimes ou, comme dirait l'autre, pour accéder à la vérité. Dans la dernière vidéo, nous avions défini la philosophie et nous avions fait la distinction entre la démarche philosophique et la démarche scientifique. Et nous avions vu que la démarche scientifique est en vérité très limitée pour traiter les questions abstraites, comme la morale ou la métaphysique, car elle est limitée à ce qui est expérimental seulement et ce qui est concret, et ne permet jamais d'arriver à toucher à une vérité certaine. Allons plus loin dans la distinction entre science et philosophie afin de mieux comprendre l'activité philosophique. La science se base sur l'expérience, tandis que la philosophie, elle, se base sur la raison. Ce sont deux courants épistémologiques distincts auxquels appartiennent ce que l'on appelle les empiristes et ce que l'on appelle les rationalistes. Attends, qu'est-ce que ça veut dire épistémologique? L'épistémologie, ça veut dire la théorie de la connaissance ou méthode de connaissance. C'est la manière dont on considère que l'on doit apprendre ou connaître quelque chose. Et là, on parle de deux courants épistémologiques, un qui met en avant les données venant de l'expérience et l'autre les données venant de la raison. Ah d'accord, et il y a un nom pour ces deux courants? Alors oui, il y a l'empirisme. L'empirisme considère que ce sont les connaissances scientifiques et empiriques, donc qui viennent de l'expérience, qui sont à la base et à l'origine de toute connaissance. Et il y a de l'autre côté le rationalisme. Le rationalisme privilégie les connaissances venant de la raison, donc d'abord la logique, ensuite les mathématiques et ensuite seulement les sciences empiriques. Ah d'accord, donc ce sont vraiment deux écoles distinctes. Mais comment on fait pour savoir laquelle choisir? Parce qu'il faut bien choisir une. Alors pour ma part, je suis plutôt rationaliste et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Tout d'abord, entendons-nous bien sur les objectifs de notre démarche. Le but est bien de chercher la vérité et c'est dans cette optique que l'on va choisir la démarche la plus efficace. Ouais, mais il y a une bonne question à se poser avant tout. Qu'est-ce que la vérité? Eh bien, mes chers amis, la vérité, c'est le caractère de ce qui est vrai. Voilà, merci, au revoir. Waouh, merci beaucoup, ça nous aide vachement. Mais oui, c'est évident que la vérité, c'est ce qui est vrai, évidemment. Bien oui, tout simplement. Ça peut paraître assez simple pour tout le monde. La vérité, c'est la correspondance entre un énoncé ou une idée et un fait. Oui, merci. Si par exemple, je dis que je parle, cela est vrai puisque je parle effectivement. Bah oui, merci. Du coup, cela est très simple pour tout le monde et tout le monde arrive à peu près à comprendre cela. Une question pertinente peut alors être posée. Comment vérifier la vérité? Comment vérifier qu'un énoncé est vrai? Oui, comment? Il y a deux façons de vérifier qu'un énoncé est vrai ou faux. La première façon, c'est de voir si l'énoncé est logiquement nécessaire. Un énoncé logiquement nécessaire est un énoncé indéniable ou irréfutable, car si on le niait, cela impliquerait une contradiction. Donc pour savoir si un énoncé est nécessaire, il faudrait voir si le fait de le nier impliquerait une contradiction ou serait contradictoire en soi. Par exemple, l'affirmation de Descartes « je pense donc je suis » est un énoncé logiquement nécessaire, car il est impossible de penser sans être. Nier cela serait contradictoire. C'est une vérité purement évidente, purement logique. Les énoncés logiquement nécessaires sont donc des vérités purement évidentes. Le deuxième moyen de vérifier la vérité d'un énoncé est le critère empirique, que l'on peut vérifier empiriquement, par l'expérience. Si par exemple je dis « je suis en face d'une caméra », c'est effectivement vrai puisque je constate que je suis en face d'une caméra. Ça, c'est le moyen de vérification empirique. Donc on a d'un côté les vérités rationnelles et de l'autre côté les vérités empiriques, donc qui viennent de l'expérience. Oui d'accord, donc ça c'est pour vérifier si un énoncé est vrai. Mais est-ce qu'il y a un moyen de vérifier qu'un énoncé est faux? Eh bien oui, effectivement, avec les mêmes critères d'ailleurs, on peut également vérifier la fausseté d'un énoncé, on peut vérifier qu'un énoncé est faux. Encore une fois, avec le moyen logique, on peut vérifier qu'un énoncé est faux s'il est logiquement impossible. Car si un énoncé est logiquement impossible, on sait automatiquement qu'il est faux. Si par exemple, je dis que dans cette pièce, il y a un cercle carré, c'est évidemment faux puisque l'idée même d'un cercle carré, un cercle qui est à la fois carré et contradictoire. Je n'ai pas besoin de faire l'expérience, de vérifier par l'expérience s'il y a un cercle carré ou pas. Je sais d'office que cela est faux.
Les propriétés du cercle, c'est-à-dire l'absence de côté, et celles du carré, c'est-à-dire la présence de côté, sont incompatibles. Donc je n'ai même pas besoin de vérifier, je sais d'office que c'est faux. Le deuxième critère, encore une fois, est empirique. Si une expérience contredit un énoncé, alors l'énoncé est faux. Si par exemple quelqu'un me dit que de la place où je suis actuellement, je vois la tour Eiffel, eh bien c'est faux puisque je constate effectivement que je ne vois pas la tour Eiffel. Ceci est la version négative du moyen empirique que nous avions donné tout à l'heure. Celui donné tout à l'heure servait à valider empiriquement une affirmation ou un énoncé, c'est-à-dire à montrer sa vérité, alors que celui-ci qu'on vient de donner sert plutôt à invalider un énoncé, c'est-à-dire à montrer sa fausseté. D'accord, donc si je récapitule, il y a le moyen empirique et il y a le moyen logique analytique par lesquels on peut vérifier qu'un énoncé est vrai ou faux. Un énoncé est vrai si on peut le vérifier par l'expérience ou si c'est une vérité logique, comme 1 plus 1 est égal à 2. Et de la même manière, un énoncé est jugé faux s'il est réfuté par l'expérience ou si c'est une contradiction logique, comme l'idée d'un cercle carré. Exactement. Il semble donc assez évident de savoir où est le vrai et où est le faux. Alors le problème, c'est qu'il existe des énoncés qui ne répondent ni aux critères de vérité, ni aux critères de fausseté. En fait, ils ne sont ni affirmés ni infirmés par l'expérience ou par la logique. Par exemple, si je dis « il y a une pièce de 1 euro au fond de la mer dont personne ne connaît l'existence », on ne peut rien affirmer à propos de cet énoncé. Personne ne peut dire si cet énoncé est vrai ou faux car il n'est ni logiquement nécessaire, ni logiquement contradictoire, ni affirmé ni infirmé par l'expérience. C'est une zone grise dont on ne peut rien dire. Et le problème, c'est que la plupart de nos croyances se trouvent dans cette zone grise du possible, ni évidemment faux, ni évidemment vrai. Mais en même temps, il y a des croyances qui sont tellement évidentes pour tout le monde, alors qu'elles n'ont aucun support ni empirique, donc expérimental, ni logique, et néanmoins qui semblent être des vérités essentielles de telle sorte que si on n'y adhère pas, tout notre corpus de connaissances s'effondre. C'est ce que l'on appelle les croyances métaphysiques. Métaphysique. Est-ce que tu pourrais donner un exemple? Alors oui, par exemple, le monde existe. Êtes-vous vraiment sûr que le monde existe? Rien ne vous empêche de penser que nous sommes dans un rêve ou que ce monde que vous voyez est une simulation et que vous êtes en réalité un cerveau dans une cuve branché à des électrodes qui vous donne l'illusion de cette réalité, comme le disait Descartes. Il n'y a aucune preuve empirique ou logique qui vous empêche de penser cela. Alors là, tu m'as mis un gros doute. Mais si ça se trouve, je n'existe pas. Si ça se trouve, tu n'existes pas. Si ça se trouve, vous n'existez pas. Si ça se trouve, personne n'existe. Mais tu as raison. Nous n'avons aucune preuve logique ou empirique que le monde existe. Il n'y a que des arguments métaphysiques qui nous permettent de croire, par exemple, que le monde existe. Ou bien, du moins, de l'espérer. La science ne peut pas démontrer que le monde physique existe, puisque la science a pour base le fait que le monde existe, le fait que le monde physique existe. On ne peut pas prouver l'existence de la physique à partir de la physique. Pour démontrer que le monde existe, il faut se baser sur autre chose que la physique, et ce quelque chose doit être extérieur à la physique. C'est ce que l'on appelle la métaphysique. De la même manière que pour prouver l'existence des réalités biologiques, on ne va pas se baser sur la biologie, on doit monter au niveau physique. Et pour prouver les réalités physiques, il faut monter au niveau métaphysique. Bah ouais, c'est évident en fait, on ne peut pas prouver l'existence d'une chose par elle-même. Il faut se baser sur autre chose pour avoir une sorte d'autre témoin. Et là, effectivement, la science ne peut pas prouver l'existence de l'univers puisque les données de la science sont celles de l'univers. Pour prouver l'existence de l'univers, il faudrait une discipline qui dépasse les réalités physiques. Et du coup, la métaphysique est une science de la réalité au-delà de l'expérience, au-delà de la manière dont elle nous apparaît. L'expérience étant sujette à interprétation, par l'expérience on ne peut jamais être sûr d'avoir affaire à la réalité telle qu'elle est, plutôt que telle qu'elle nous apparaît, ou bien plutôt qu'à une illusion, comme on l'a vu plus tôt. La métaphysique est donc une science au-delà du sensible et du concret. C'est la science de la réalité en soi. La science physique est la réalité du vraisemblable, tandis que la métaphysique est la réalité du vrai. La métaphysique est la discipline du vrai et non du vraisemblable. Ah, c'est beau ça, j'aime bien ça sonne bien. La métaphysique est la discipline du vrai et non du vraisemblable. C'est beau. De plus, la métaphysique est utile.
On pourrait penser qu'elle n'a aucune implication concrète, alors que si. Il n'y aurait aucune vérité scientifique si l'on n'admettait pas que le monde existe. Sans vérité métaphysique, en fait, il n'y aurait aucune vérité. Croire que le monde existe permet d'offrir un cadre idéal au développement scientifique. Autrement dit, il faut qu'il y ait des vérités métaphysiques pour qu'il y ait des vérités scientifiques. Et les vérités métaphysiques ne peuvent être atteintes par l'expérience, puisque les vérités métaphysiques dépassent l'expérience. Mais elles ne peuvent être atteintes uniquement que par un moyen abstrait et non concret, comme la raison, autrement dit, par la logique. Et voilà pourquoi je privilégie dans ma démarche rationnelle la logique, les mathématiques et ensuite seulement l'expérience et les sciences expérimentales. De plus, l'expérience a un caractère subjectif. Comme on l'a dit, on peut toujours interpréter les choses différemment, être sous l'emprise d'une illusion, d'une tromperie, d'avoir mal vu ou bien d'avoir bu aussi, hein, ça marche aussi. Mais c'est vrai qu'a priori, la logique est plus fiable que l'expérience. Tu m'as convaincu. Ouais. En tout cas, privilégier à l'excès la science nous oblige à négliger des vérités qu'il est pourtant raisonnable d'admettre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à laisser un commentaire en dessous de la vidéo afin de donner vos impressions et je serais curieux de savoir si vous privilégiez la démarche scientifique et si oui, vous pouvez expliquer pourquoi dans les commentaires ou si comme moi, vous privilégiez la raison et la logique et là également, vous pouvez préciser pourquoi dans les commentaires. Si vous ne voulez rien rater de la suite, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche afin d'être mis au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine vidéo et moi je vous dis à très bientôt et surtout, cassez-vous la tête.